Bonjour à tous, je suis très content de voir cette salle pleine. Je pense que si elle avait été un peu plus grande, on aurait probablement pu accueillir plus de monde. Avant de commencer, je voulais juste remercier très chaleureusement le professeur Vallet pour sa bienveillance, pour l'énergie qu'il a déployée contre vents et marées, pour permettre aux acteurs de la VAP d'avoir droit au chapitre lors de la transposition de la directive européenne. Si vous n'aviez pas été là, avec cette bienveillance, cette compréhension, la réduction du risque n'aurait jamais pu s'exprimer. Merci aussi à mes amis de la réduction du risque, Jean-Pierre Coutron, William Lovenstein, Patrick Favrel, qui ont été des éléments clés dans cette affaire et sans qui cette aventure n'aurait pas été possible. Sans oublier Jean Yvenot et sa révolution des volutes, et Didier Gell qui nous a ouvert les portes du CNAM pour nous permettre de s'exprimer dans un lieu historique. Je ne fais plus partie de SOVAP, je suis parti vers d'autres responsabilités, mais je suis fier d'avoir initié le sommet de la VAP en 2016 et de voir que malgré les remous tellement intenses depuis cet été, SOVAP continue son chemin et que la VAP se porte plutôt bien en France. C'est clair ? C'est la combustion qui tue. Malheureusement, la désinformation aussi. Le problème du tabagisme ne réside ni dans le tabac, ni dans la nicotine, bien sûr. C'est le fait de brûler un végétal, quel qu'il soit. C'est vrai pour le cannabis, c'est vrai pour n'importe quelle combustion. Tout végétal brûlé produit exactement les mêmes toxiques dans la fumée, des goudrons, du monoxyde de carbone, des gaz oxydants, des particules fines solides. J'explique très souvent aux fumeurs à qui j'ai affaire. Je travaille régulièrement dans des boutiques de vape pour me confronter au travail de terrain. Et une des choses que j'explique en premier aux fumeurs, c'est que s'ils fumaient de la salade séchée, il y aurait exactement les mêmes toxiques dans la fumée. Le danger du tabagisme, c'est la combustion. La réduction du risque tabagique consiste simplement à proposer aux fumeurs une alternative qui supprime la combustion. On a un très bel exemple qui nous vient des pays scandinaves, en particulier de Suède, c'est le snus. Bien avant la VAP, j'ai défendu le snus comme outil de réduction du risque. Cet outil de réduction du risque, l'Europe nous en a privés. En 1992, on a interdit la vente de snus en Europe pour la même raison qu'on avance avec la VAP, ça va rendre les jeunes dépendants. En 1992, la Suède ne faisait pas encore partie de la communauté européenne. Ils ont rejoint 3 ans plus tard et ils ont eu une exemption. Nous avons une étude naturelle à l'échelle d'un continent qui montre qu'un pays qui a pu utiliser un produit de réduction du risque, qui a éliminé la combustion, se retrouve aujourd'hui avec moins de 5% de fumeurs quotidiens et le pays au monde où il y a le moins de cancer du poumon et de cancer oropharyngé. Combien de temps faudra-t-il encore expliquer ça pour que les autorités comprennent ? La fumée, c'est un mélange très complexe. L'OMS recense plus de 7000 substances chimiques dans la fumée de tabac, dont 69 substances susceptibles de créer des cancers, dont 11 d'entre elles sont vraiment classifiées par l'OMS comme de façon certaine pouvant déclencher des cancers chez l'homme. Mais en aucun cas, l'OMS n'a jamais dit, et personne n'a jamais dit, que la nicotine est cancérigène. Voir le résultat de ce sondage à 80% de la population qui estime que la nicotine est cancérigène, ça m'effare. J'ai l'impression de n'avoir que tout ce que je fais depuis 35 ans n'a servi à rien. La nicotine a été diabolisée à cause de la combustion.
l'homme aurait toujours consommé le tabac en décoction comme le thé, la nicotine, ça serait ni plus ni moins que la caféine ou que le verre d'alcool raisonnablement consommé. La nicotine est totalement diabolisée à cause de la combustion. Juste pour illustrer une catastrophe sanitaire des années 70, les cigarettes soi-disant légères, qui n'ont jamais existé. Ces cigarettes légères, elles ont simplement été trafiquées en faisant des petits trous d'aération pour flouer la machine à fumer. La machine à fumer va effectivement trouver moins de nicotine, moins de goudron, etc. Ce n'est pas ce que le fumeur fait. Dans cette étude qui date de 1998, ça ne date pas d'hier, et c'est grâce à cette étude de Martin Jarvis que l'on a pu supprimer les termes de cigarettes légères, etc. en Europe. Cette étude montre clairement que quel que soit le rendement qui était indiqué sur les paquets, et heureusement, avec l'arrivée du paquet neutre, on a enfin pu faire disparaître ces chiffres qui trompaient les fumeurs, quel que soit le rendement indiqué par la machine à fumer, le fumeur, lui, il sait très bien aller chercher ce dont il a besoin. Le fumeur sait titrer parfaitement la nicotine, bouffée par bouffée, de façon totalement inconsciente. Cette étude, qui n'a rien à voir avec la vape, a été faite à San Francisco dans le laboratoire de Neil Bonowitz, où j'ai fait moi-même mon postdoc en 1990 et 91. Cette étude a été faite pour la nouvelle indication des substituts nicotiniques à l'époque, qui était d'arrêter sous substitut nicotinique progressivement. Au lieu d'arrêter du jour au lendemain en se collant un patch, l'idée était de réduire progressivement avant d'arrêter totalement sa consommation de tabac. Et pour ça, il fallait démontrer qu'il n'y avait pas de danger à fumer avec un patch, même si on le savait depuis toujours, mais il fallait encore une fois le dire clairement. Et pour ça, Neil Bonowitz a imaginé une étude où il a mis 3 patchs à des fumeurs. C'était soit 3 patchs placebo, il n'y avait pas du tout de nicotine, soit il y en avait un actif, 21 mg, 2, 42 mg, ou 3 actifs, 63 mg de nicotine. Et ces fumeurs continuaient de fumer. À 63 mg de nicotine, ils fumaient encore 13 cigarettes par jour. Ce qui montre bien déjà qu'il y a des fumeurs qui ont besoin de doses énormes de nicotine pour pouvoir se sevrer. Ce qui est important de constater, c'est que quand on regarde ce que les fumeurs tiraient sur chaque cigarette, on voit très clairement l'autotitrage. Plus ils ont de nicotine apportée par les patchs, et moins ils tirent sur leurs cigarettes. C'est exactement le même principe avec la vape. C'est ce qui fait que la vape fonctionne, c'est que le fumeur est capable d'aller chercher son besoin en nicotine grâce au vapotage. Et pour certains, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Moi, quand j'ai affaire à des fumeurs qui sont au-delà d'un paquet de cigarettes, à cause de cette limite stupide à 20 mg par millilitre imposée par l'Europe dans les liquides, je suis obligé de leur dire « rajoutez un patch » parce que le liquide que vous allez avoir à vaper là ne sera pas suffisant pour la consommation de cigarettes que vous avez. Juste pour montrer aussi que cette étude faite par Neil Bonowitz avec 3 patchs et des gens qui continuent à fumer montre clairement qu'il n'y a aucun effet sur le système cardiovasculaire. Les fumeurs ont une tolérance énorme aux effets de la nicotine. Ça se voit sur un schéma comme celui-ci où on voit que l'accélération cardiaque qui est produite par la première cigarette, ce qui est normal puisque lorsque le fumeur se réveille, il n'a plus de nicotine dans le sang, ses récepteurs sont prêts à répondre et donc la première cigarette est la plus gratifiante. C'est celle-ci souvent que les fumeurs ont du mal à laisser tomber. Mais on voit très bien que dès la 2e, 3e cigarette, globalement, on va se retrouver avec une fréquence cardiaque qui va être stable au cours de la journée. Ce qui crée l'addiction au tabac, c'est la vitesse avec laquelle la nicotine pénètre jusqu'au cerveau. Seule l'inhalation permet d'obtenir cette différence entre la concentration artérielle, qui représente ici ce qui va arriver au cerveau, et la concentration veineuse en rouge ici. On a une échelle logarithmique ici. Donc le pic artériel qui arrive au cerveau, il est 6 à 10 fois supérieur en concentration
par rapport à ce qu'on observe au niveau veineux. Ça ne peut pas se passer avec les substituts nicotiniques, que ce soit ici une gomme à 4 mg ou que ce soit un patch, parce que la délivrance de nicotine est beaucoup trop lente. Il est fort probable, on n'a pas de données franchement suffisamment sérieuses et confiantes, ou donnant confiance, mais il est très probable que la vape se situe entre la cigarette et les substituts nicotiniques. Les gens fument donc pour la nicotine, mais pas que. Il y a d'autres substances dans la fumée, en particulier des substances que l'on appelle IMAO, inhibiteurs des monoaminoxydases, tels que l'Harman et Norharman, qui sont quelque part des antidépresseurs. La nicotine n'est pas cancérigène, répétons-le inlassablement, parce que visiblement ça n'arrive pas à passer. Cette phrase-là est de Neil Benowitz, donc, qui a été mon mentor à San Francisco. C'est un cardiologue de formation. Et pour lui, la nicotine n'est pas un risque cardiovasculaire significatif. Le plus gros danger pour le système cardiovasculaire, c'est le monoxyde de carbone. C'est dû à la combustion. Ça n'est pas la nicotine. Et la fameuse dose létale de nicotine. Voilà. Chez un fumeur, l'activité de la monoaminoxydase B est réduite de 40% par rapport à un non-fumeur. La MAO-A est réduite de 28%. C'est comme un fumeur, c'est quelqu'un qui prend 40% d'un traitement antidépresseur. Il n'y a pas de meilleur régulateur d'humeur qu'une cigarette. Cette fameuse dose létale de nicotine, que l'on trouve partout, dans tous les manuels de médecine, de pharmacologie, de toxicologie, de tout ce qu'on veut, toujours à l'heure actuelle, comme étant entre 30 et 60 mg chez un adulte. C'est totalement faux. On n'avait pas de données probantes, on ne savait pas d'où venait cette mesure. Déjà, en 1990-91, avec Neil Benowitz, on a cherché dans la littérature d'où pouvait venir cette limite. Et on ne trouvait aucune étude princeps, rien. C'est grâce à Bernd Meyer, en Autriche, un toxicologue autrichien, qu'on a pu découvrir enfin cette source. Parce que c'était surprenant, il n'y a quasiment pas de publications médicales ou scientifiques montrant des accidents ou des suicides réussis à la nicotine. Et en cherchant bien, Bernd Meyer a enfin trouvé d'où venaient ces 30 à 60 mg. C'était dans des vieux grimoires en allemand, donc ce qui explique pourquoi nous, on n'avait pas réussi à le trouver, de 1850. 3 médecins qui ont testé les effets de la nicotine sur eux-mêmes et qui ont déterminé la dose létale au doigt mouillé. Et ça fait 150 ans qu'on se traîne cette valeur qui n'a strictement rien à voir. Et toute l'angoisse, tous les trucs autour de cette nicotine, soi-disant un poison violent, etc., la nicotine n'est pas plus dangereuse que la caféine. Et donc, cette dose évaluée par Bernd Meyer n'est pas de 30 à 60 mg, mais plus probablement quelque chose entre 500 et 1000 mg, et encore pas ingéré. L'ingestion est la pire des voies pour essayer de se suicider à la nicotine. C'est la seule voie qui massacre la nicotine immédiatement. Au premier passage hépatique, c'est-à-dire que notre sang est filtré lorsque l'on ingère quelque chose, et au premier passage par le foie, 70% de la nicotine est éliminée. Quand il y a surconsommation, une grosse dose ingérée de nicotine, les premiers symptômes d'intoxication, c'est nausée puis vomissement. Donc de toute façon, en cas d'ingestion, il y a une grosse partie qui va être rejetée, et ce qui va rester va être éliminé à 70% dès le premier passage hépatique. Donc si vous voulez vous suicider à la nicotine, faites comme ce jeune japonais qui est un des rares cas qui s'est collé des patchs des pieds à la tête, bien qu'on ne soit pas certain que ça soit seulement la nicotine qui l'ait tué, parce qu'au moment de l'autopsie, on a trouvé d'autres choses dans son estomac. Mais en tout cas, n'essayez pas de l'ingérer, ça ne sert à rien.
Juste rappeler aussi une chose. Je vois encore beaucoup trop souvent des lieux qui accueillent du public, comme les restaurants, les bars, etc., et beaucoup d'entreprises qui interdisent totalement le vapotage, qui bafouent la loi E20, puisqu'ils mettent sur la même affiche, ce qui est totalement interdit puisque c'est détourner la loi E20, qui mettent sur la même affiche interdiction du tabac et interdiction de vapoter. Le professeur Vallet a travaillé avec l'EDUS pour développer un décret qui dit clairement les choses, que tout lieu de travail comportant plus d'un poste de travail, on peut appliquer l'interdiction de vapoter, sauf s'ils accueillent du public. Ce qui est valable, par exemple, pour un hall d'hôpital. Donc, il n'y a aucune raison pour voir autant d'interdictions dans les lieux qui accueillent du public, d'autant que l'on a des données claires et nettes par une étude encore faite par le laboratoire de Neil Benowitz, qui montre clairement que le vapotage passif n'existe pas ou est insignifiant. On a eu quand même, au mois de septembre, 2 interventions de nos autorités qui ont été bienvenues, même si on aurait aimé que ça aille un petit peu plus en profondeur, un peu plus loin, que le dossier soit un peu mieux compris. Je n'évoquerai même pas l'intervention récente de votre successeur. Donc, le 22 septembre, la ministre de la Santé enfin dit clairement le vapotage est un outil d'aide pour l'arrêt du tabac, et le lendemain, le directeur général de l'ANSES dit clairement qu'en France, ce qui a été observé aux États-Unis ne peut pas se produire avec les liquides à vaper. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se produire en France. Je vous rappelle que ce qui a produit ces morts aux États-Unis, ce sont des produits illicites achetés au marché noir. On en a aussi du marché noir en France et des produits illicites. Non, on n'en a pas. Donc bien évidemment que ça peut aussi arriver en France, mais pas avec la vape. Ça n'a rien à voir avec la vape. Il a fallu attendre le 4 octobre pour que la FDA, la Food and Drug Administration, et le CDC, Center for Disease Control, disent enfin clairement les choses. Et ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique. Et c'est incompréhensible que des autorités de cette importance, avec les moyens humains et financiers qu'ils aient mis autant de temps à faire éclater la vérité. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'aux États-Unis, la vape est beaucoup moins réglementée qu'en France. Mais là, il ne s'agit pas de la vape. Il s'agit du cannabis, qui est encore moins réglementé. Et avec l'ambivalence du fait que certains États l'ont légalisé et d'autres pas. Et depuis 3 mois, la désinformation fait rage dans les médias. Un jour, on souffle chaud, le lendemain, on souffle froid. De temps en temps, il y a un article. Ah, tiens, ils ont à peu près compris ce qui se passe. C'est juste dommage que le titre soit putaclic. Et puis, j'aime toujours terminer sur mon sujet. Moi, ça fait 35 ans que je travaille sur la nicotine. Je suis tombé dedans tout petit. Et la nicotine, c'est un produit extraordinaire qui potentiellement pourrait aider de nombreuses maladies neurologiques ou psychiatriques. Mais malheureusement, aucune recherche sérieuse n'a été faite dessus. J'ai participé en 1999 à une étude sur 6 patients parkinsoniens où on a clairement démontré un effet bénéfique de la nicotine à forte dose. Ce sont 6 patients non-fumeurs à qui on a mis jusqu'à 5 patchs par jour en augmentant progressivement les doses et qui a très clairement montré, malheureusement, petite étude pilote,
pas de contrôle avec un traitement placebo. Donc, ça n'est pas reconnu, ça n'est pas valable. Il y a quand même plus de 600 patients en France qui se traitent à la nicotine suite à cela. Et avec le professeur Vallet, on a essayé, tant bien que mal, d'essayer de débloquer les choses, mais nous ne sommes pas arrivés. Donc voilà, juste pour rappeler que arrêtons de diaboliser la nicotine. Ce n'est pas la nicotine qui tue, ce n'est pas le tabac qui tue. Le snus est un exemple dans les pays scandinaves qui le démontre clairement. C'est la combustion. Et pour rejoindre ce que disait le professeur Vallet, si quelqu'un vapote encore après 1 an, 2 ans, 5 ans, après l'arrêt du tabac, ce qui compte, c'est qu'il ait arrêté de fumer. Point. Voilà, donc je m'arrête là. Je vais faire une petite introduction. J'invite Leon Chab à venir et puis il va nous présenter quelques études qu'il a faites.